Dans cette nouvelle édition de la mi-journée, au sommaire de l'actualité. Et c'est en fin de journée qu'ont été finalement clôturés les travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les préparatifs d'une biennale donc régionale. Le Nigeria, le président nigérien inaugure un tronçon de voie ferrée qui à terme reliera Niamey à Cotonou. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa participation aux travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu sur 2 jours, les 30 et 31 janvier, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Au cours d'une importante allocution faite à la tribune de ce 26e sommet de l'Union africaine, le président de la République a décrit les droits de l'homme comme étant l'une des principales thématiques à l'ordre du jour de ces assises. Une donnée, selon lui, inextricable à la vie des individus et des sociétés. Les droits de l'homme sont notre apanage, nous tous, et en toutes circonstances, ainsi que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale et nos opinions. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité et de stabilité. On l'écoute. Et bien, peu après l'ouverture du sommet, le chef de l'État a pris la parole devant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et a d'emblée exprimé sa solidarité et son soutien indéfectible à tous les peuples du pays victimes du terrorisme international, de la barbarie qui ensanglante et déstabilise le continent africain. Le président Guelleh a ensuite abordé les observations et éclaircissements de notre pays sur le rapport établi par la mission d'évaluation, le MAEP. On l'écoute. Et là, du forum, le président Uhuru Kenyatta, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le président du panel des éminentes personnalités, Excellences, les membres du panel des éminentes personnalités du MAEP, Mesdames et Messieurs. Au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je souhaiterais plus particulièrement présenter nos condoléances à nos frères de la Somalie, du Kenya, du Burkina Faso, du Mali et de la Tunisie, qui ont tout récemment été frappés par des attaques terroristes ignobles. Monsieur le Président, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de partager avec vous les observations et éclaircissements de mon pays sur le rapport établi par la mission d'évaluation. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, auquel mon pays a décidé d'adhérer depuis juillet 2007, est le fruit d'une réflexion innovante d'auto-évaluation de l'Afrique sur sa gouvernance. Cette adhésion marque ainsi notre engagement à se soumettre à votre examen, engagement qui s'est concrétisé par la mise en place des structures nationales, notamment le secrétariat, la production du rapport d'auto-évaluation et du plan d'action national, et enfin la visite de la mission d'évaluation pays à Djibouti. À cet égard, j'exprime toute ma gratitude et mes sincères remerciements à la mission d'évaluation conduite par l'honorable Joseph Tsang Mankeng, au panel et au secrétariat du MAEP, ainsi qu'aux partenaires stratégiques pour leurs nombreuses contributions et leur soutien dans la production du rapport d'évaluation qui est devant vous aujourd'hui. La République de Djibouti accède à la souveraineté internationale et rejoint les Nations libres le 27 juin 1977. Dans un contexte national préoccupant, caractérisé par une situation politique interne très difficile, la politique générale de l'État naissant devient par conséquent la construction et le maintien de l'unité nationale en faveur de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. D'où le choix de notre devise unité, égalité, paix. Fidèle à sa politique de diviser pour mieux régner, la puissance coloniale a utilisé le facteur ethnique afin de remettre en péril
la dignité retrouvée de notre population, qui devient désormais le peuple djiboutien. Face à ces défis, la priorité de l'État fut de poser les jalons de l'unité nationale, condition sine qua non pour l'édification de la nation djiboutienne. C'est dans cette optique qu'a été créé le Parti Rassemblement Populaire pour le Progrès, au sein duquel se sont regroupées toutes les sensibilités politiques ainsi que les mouvements de libération. L'objectif de ce mouvement étant de consolider l'unité nationale, de poser les bases institutionnelles de l'État et de faire participer toutes les communautés à la gestion des affaires publiques. La deuxième étape fut celle de la consolidation de la paix et de la démocratie, d'autant plus que le pays venait de sortir d'un conflit interne qui a engendré une situation économique et sociale très difficile. Pour ce faire, une nouvelle constitution qui instaure un régime de séparation stricte des pouvoirs a été adoptée par référendum en septembre 1992. Dès le préambule de sa constitution, le peuple djiboutien affirme sa détermination à établir un état de droit et de démocratie pluraliste, garantissant le plein épuisement, les libertés et droits individuels et les collectifs, ainsi que le développement harmonieux de la communauté internationale. Vous comprendrez, chers frères et sœurs, que ces principes ont guidé et guident toujours l'action des gouvernements qui se sont succédés. Pour mettre en œuvre ces principes constitutionnels, il a fallu promulguer des textes juridiques adaptés au contexte national qui constituent désormais la ligne de conduite des institutions de l'État et le fondement de toute action politique. Ces principes ne pouvaient produire des effets dans le contexte national de conflits internes qu'a connu le pays sans sceller une paix durable. C'était tout le sens du dialogue engagé entre les différentes parties sans aucune intervention extérieure et en conformité avec nos valeurs traditionnelles ancestrales de règlement des conflits. Cette paix retrouvée a été propice à la première alternance politique intervenue en 1999 avec l'organisation des deuxièmes élections libres, pluralistes et transparentes auxquelles ont pris part plusieurs candidats. Dès mon premier mandat, je me suis engagé auprès du peuple djiboutien à remettre le pays au travail pour le renforcement de l'unité et de la paix, le renforcement de l'indépendance nationale par l'adoption d'une politique axée sur la modernisation des institutions pour lutter efficacement contre la pauvreté de toute nature, y compris la pauvreté intellectuelle. La diversification de nos relations et partenaires économiques pour un meilleur renforcement du développement économique et social. La contribution à la gestion des grands défis auxquels est confrontée la communauté internationale, notamment la participation de Djibouti aux forces de maintien de la paix au niveau régional et international, la lutte contre le terrorisme et la piraterie, pour ne citer que cela. La politique du gouvernement est depuis guidée par ces principes dont les résultats sont aujourd'hui tangibles dans tous les domaines. Et dans la seconde partie de son intervention, le président Guilé s'est largement focalisé sur les avancées majeures enregistrées par notre pays dans divers domaines, dans le renforcement du processus démocratique et la gouvernance politique. Enfin, le président de la République s'est longuement attardé sur les progrès économiques réalisés par le pays qui, selon le chef de l'État, ont été menés dans l'optique de moderniser nos infrastructures et positionner notre pays comme place logistique, commerciale et financière de choix, ce qui nécessite d'énormes investissements. Je vous propose de suivre la seconde partie du discours du chef de l'État. Nous voilà, chers frères, encore une fois réunis dans cette belle ville d'Addis Abeba pour notre conférence annuelle. Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour leur accueil chaleureux. Permettez-moi également de profiter de cette opportunité pour féliciter le président sortant, son Excellence M. Robert Mugabe, pour l'excellent travail accompli tout au long de l'année écoulée au service du continent, et féliciter par la même occasion son Excellence Idriss Déby, président du Tchad, pour son élection à la tête de notre chère commission. Mesdames et messieurs,
les droits de l'homme sont notre apanage à tous et en toutes circonstances, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale et nos opinions. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et de progrès pour le monde entier. Il y a une première vérité qui semble évidente, mais qu'il nous faut rappeler sans cesse. Mesdames et messieurs, les droits de l'homme sont universels. J'éprouve les besoins de rappeler cette évidence en raison de conflits d'interprétation qui subsistent autour de l'universalité de la Déclaration des droits de l'homme. Le nombre réduit de pays impliqués dans sa rédaction, car il est vrai qu'en 1948, la majeure partie du monde en développement, particulièrement notre continent, était sous le joug de la domination coloniale. Il me semble cependant difficile de remettre en cause sa valeur intrinsèque et le fait qu'elle ait constitué un point de départ. Nos pays ont contribué à l'enrichir, à l'approfondir, en s'engageant massivement dans la rédaction de cet autre document majeur qui est la Déclaration et les programmes d'action de Vienne, adoptés en 1993 et qui mettent un accent particulier sur l'indivisibilité, l'indissociabilité et l'indépendance de tous les droits, y compris le droit au développement. C'est pourquoi la promotion et la protection des droits humains doivent avant tout dériver d'une pratique politique qui met en place ces conditions de réalisation. C'est pourquoi la paix, la bonne gouvernance et la démocratie sont des vecteurs puissants de cette culture des droits humains que nous devons encourager. Oui, les droits humains, c'est avant tout le droit à la vie, à l'éducation, le droit à la santé ou encore le droit à un logement décent. Car c'est la conquête de tous ces droits qui donne à l'individu sa liberté et sa dignité. C'est la conquête de tous ces droits et d'autres encore qui rendent les individus tolérants et, partant, qui assurent la cohésion sociale et communautaire. Le rôle de l'État est donc plus que crucial dans cette conquête puisqu'il a la mission d'éduquer, de soigner ou encore de loger. Certes, la réalisation des droits de l'homme incombe en premier lieu à l'État qui est détenteur des prérogatives de la puissance publique pour les faire valoir et les faire respecter. Cependant, c'est le même État qui, le plus souvent, est accusé de violer les droits de l'homme, d'où la nécessité de créer des mécanismes pour défendre les citoyens de tout abus. Ainsi, pour ne pas être juge et partie, nos pays agissent par l'intermédiaire d'institutions nationales telles que, par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'acquitte de sa tâche au quotidien, en toute indépendance et conformément au principe de Paris. Toutefois, elle n'est pas la seule à intervenir dans ce domaine, puisque les organisateurs de la société civile jouent également un rôle déterminant dans la formation des plaintes, de la définition et la mise en place des procédures de recours adaptées. Et c'est en fin de journée qu'ont été finalement clôturés les travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Outre la thématique sur les droits de l'homme, d'autres sujets brûlants tels que la crise qui prévaut au Burundi et l'envoi d'une force africaine de maintien de la paix, les voies et moyens de parvenir à un accord négocié au sujet de la guerre civile au Soudan du Sud et la lutte contre le terrorisme ont été abordés. L'organisation panafricaine a également profité de ces assises pour procéder au renouvellement de sa présidence tournante, passant désormais entre les mains du président tchadien Idriss Déby. Retour à Djibouti, une exposition de nouvelles toiles du peintre Rifri Abdelkader Bamekrama, ainsi que d'autres artistes moins connus du grand public, tels que Kenadid Ebouni, s'est ouverte à l'Institut djiboutien des Arts, l'IDA. Sur place, le directeur de l'IDA, Mohamed Hussein, ainsi que le directeur des droits auteurs, Mohamed Ahmed Suldan, ont effectué une immersion au sein d'un dédale ou de tableaux et de créations faits de touches et retouches, tout en mouvement éclatant, de couleurs intenses et de lumière
vivifiante. Cette exposition permet de faire connaître les talents de nouveaux artistes peintres, car la vingtaine de tableaux qui nous a été présentés sont riches en couleurs, les détails, les reliefs, ainsi que les profondeurs des tableaux dans la représentation nous semblent familiers, respire la vie. Dans une interview accordée à notre confrère Smat El-Saïd, l'artiste djiboutien Rifri Abdelkader a déclaré que l'art djiboutien a beaucoup de choses à montrer et d'ajouter qu'il est essentiel de motiver et de valoriser les artistes peintres pour permettre ainsi leur éclosion. Son rêve à lui, c'est de voir à Djibouti une exposition biannuelle et art à Djibouti, au cours de laquelle les artistes peintres de la région, mais aussi du continent, pourront échanger, discuter ou même vendre leurs tableaux. Il a ajouté qu'il aime faire découvrir les nouveaux artistes. On l'écoute. Production. Et deux professeurs de l'IDA procèdent aux observations qu'ils ont techniques sur ces productions pour les corriger, pour les reprendre, pour les améliorer. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons les travaux d'à peu près une dizaine d'artistes djiboutiens qui participeront à la rencontre nationale des arts plastiques au mois de mars. Qui donc ont présenté les derniers travaux qu'ils ont amenés. Actuellement, nous sommes à peu près à une quarantaine de productions qui sont finalisées et pour certains, très peu parmi eux, à finaliser. Communiqué du ministère de la Santé qui informe la population qu'une équipe médicale de spécialistes en chirurgie cardiaque va séjourner à Djibouti à compter de ce jour et ce jusqu'au 6 février prochain. Cette mission médicale est présente au niveau de l'hôpital général Pelletier pour y effectuer un dépistage des enfants qui souffrent de malformations cardiaques et qui demandent donc une intervention chirurgicale urgente. À cet effet, tous les parents ayant des enfants souffrant de malformations du cœur sont priés de vite constituer les dossiers médicaux et de se présenter dans les services de pédiatrie ou de cardiologie de l'hôpital général Pelletier du 31 janvier au 4 février 2016 de 8h à 10h. Le ministère de la Santé incite les parents d'enfants souffrant de malformations cardiaques de profiter de ces consultations. Et dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques et des maladies qu'elle engendre, le ministère de l'Agriculture a lancé des opérations de pulvérisation d'insecticides par voie aérienne dans la capitale et les régions de l'intérieur. Ces opérations de pulvérisation se déroulent donc depuis 2 semaines maintenant grâce à un petit appareil spécialement prévu pour cela. Les populations se sont réjouies de cette initiative. Direction Dikil, où à l'instar des autres régions du pays, la préfecture de Dikil a achevé l'impression des cartes électorales en vue de mieux préparer l'élection présidentielle d'avril 2016. C'est dans la journée d'hier que le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, avec ses 2 adjoints, ainsi que les 3 sous-préfets des localités sous tutelle, avec l'ensemble du personnel de la préfecture, ont procédé à la signature des découpages et cartes électorales qui se poursuivent dans toute la semaine. Les cartes électorales seront par la suite acheminées dans les différents guichets du chef-lieu dans les 3 sous-préfectures de la région. La date de distribution sera communiquée à la population de la région au moment opportun. Et page nécrologie, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la soirée d'hier de Madame Saada Mohamed Boré, mère de Mademoiselle Hoden Moussa Ahmed, au cadre du ministère des Affaires étrangères. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Silla, le secrétaire général du ministère, ainsi que l'ensemble des cadres du personnel du ministère des Affaires étrangères, s'associent à la peine de la famille et présentent leurs sincères condoléances à leurs collègues, à la famille de la défunte et à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité à travers le continent africain et le monde. Au Niger, le président nigérien Mamadou Issoufou a lancé hier le début des travaux d'une voie ferroviaire qui reliera la capitale Niamey au port béninois de Cotonou, pays enclavé. Le Bénin espère ainsi avoir un accès à la mer. Jusqu'à présent, l'essentiel de son import-export est acheminé par route. Idrissa Adoutan nous en dit plus.
Et un tronçon donc à la capitale Niamey de la ville nigérienne de Dosso a été d'ailleurs inauguré. Ce tronçon constituera donc d'épines de boucle ferroviaire de 2700 km qui devra relier 5 pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Le Niger est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir jusqu'ici ne serait-ce qu'un mètre de rail. Aujourd'hui, cette lacune est surmontée, a déclaré le président Issoufou. Le train transportera dans un premier temps des passagers. C'est ce qu'a expliqué Michel Tonsounou. Les drames de mer Échée et en mer méditerranéenne se poursuivent. Une embarcation a chaviré à seulement 50 mètres des côtes turques, entraînant la mort de près de 40 personnes. Parmi ces naufrages, on a découvert les corps d'enfants et de bébés dont les parents ont fui la Syrie. La Nassau nous en dit plus. L'hiver, les départs ne faiblissent pas, d'autant que les passeurs ont baissé leurs tarifs en raison justement des mauvaises conditions météorologiques. Un homme menotté est présenté comme un passeur. Ce n'est pas ce qu'il dit aux journalistes turcs. Il jure qu'il était juste un passager avec 6 membres de sa famille sur le bateau, dont il n'a plus de nouvelles. Je jure que je n'ai rien fait, répétait-il. J'allais moi aussi en Allemagne. Les migrants originaires de Syrie, d'Afghanistan, mais aussi de Birmanie, tentaient de rejoindre les îles grecques depuis la Turquie. Jeudi, d'autres migrants ont eu plus de chance. Une cinquantaine a été sauvée par les gardes-côtes italiens qui les ont dirigés vers les îles grecques de Kos et Samos. Plus de 55 000 personnes sont arrivées par mer en Grèce depuis un mois, selon les organisations internationales pour les migrations. On estime que plus de 200 personnes sont mortes ces dernières semaines. D'autres sont portées disparues. 84% de ces réfugiés ont fui la Syrie, un pays en guerre. Les internationaux de tennis d'Australie où l'Allemande Angélique Kerber a causé la surprise en battant la numéro 1 mondiale Serena Williams en finale des internationaux d'Australie. Serena Williams devait rejoindre Steffi Graf dans l'histoire en remportant son 22e titre majeur aux internationaux d'Australie. Mais c'est Angélique Kerber qui l'a fait et devenant ainsi la première Allemande sacrée en Grand Chelem depuis 17 ans grâce à sa victoire sur la numéro 1 mondiale samedi à Melbourne. Kerber, 6e mondiale, a créé une énorme surprise en s'imposant 3 sets au bout d'un superbe match de 2 heures 8 minutes. Pour sa première à 28 ans, on ne lui donnait pourtant guère de chance face à l'incontestable patronne du circuit. Mon rêve est devenu réalité, je suis championne de Grand Chelem. C'est incroyable, a dit l'Allemande au public de la Rod Laver Arena en retenant avec difficulté ses larmes. C'est sur ce point que nous reformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Juste après la pub, on se retrouve pour le focus.
showed me the way to go. Yeah, and it feels like home. Envoyez et recevez de l'argent partout dans l'océan Indien. Aux Comores, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Vous êtes étudiant. Vous possédez une ligne fixe sans Internet. Djibouti Télécom a la solution pour vous. Pour tout achat d'un abonnement Internet étudiant de 1 méga, Djibouti Télécom vous offre le modem ainsi que les frais d'installation. Et profitez ainsi de nos offres spéciales étudiants avec un forfait 6 mois à 19 950 francs. Le forfait pour une année complète à 35 700 francs. Offre d'installation gratuite valable jusqu'au 31 janvier. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Place maintenant au focus. Ali Abdoulaye m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ali. Bonjour à vous. Alors on commence focus par ce qui a dominé l'actualité cette semaine, l'actualité nationale. Et bien évidemment c'est la formation professionnelle. Oui, eh bien évidemment donc c'est la formation professionnelle dédiée aux jeunes djiboutiens par le ministère tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La formation en fait professionnelle c'est un truc très important et qu'il faudrait en même temps parler parce que beaucoup de Djiboutiens, beaucoup de jeunes Djiboutiens en même temps parce que effectivement, et la majeure partie de la population djiboutienne sont issus des jeunes de moins de 35 ans. Et pour cela, pour remédier au problème du chômage, le gouvernement a lancé pour ces jeunes-là une formation professionnelle adéquate qui va un petit peu subvenir aux besoins de ces jeunes et celui du marché parce qu'aujourd'hui nous sommes au point nommé de la croissance économique de notre pays. Notre pays donc s'est lancé dans des grands travaux de développement, dans des grands chantiers en même temps avec la construction des ports, des aéroports futurs. Et bien donc les Chinois ont besoin des jeunes formés pour ce métier et bien évidemment donc des jeunes qui sont formés dans le métier de conducteur d'engins lourds, d'engins de chantier. Et le ministère de l'Éducation nationale à sa tête, le docteur Jamael Maoukié, fait beaucoup de choses pour ces jeunes-là en formant avec la collaboration des forces armées djiboutiennes, ces jeunes djiboutiens. Effectivement, donc Djibouti s'est lancé dans cette perspective et les jeunes djiboutiens seront toujours à la hauteur, je pense, de cette formation et pourront apporter une contribution à ces sociétés chinoises qui en ont besoin des jeunes formés. Et la Turquie, l'OTAN accuse la Russie d'une nouvelle violation de leur espace aérien. Justement, donc, l'OTAN et la Turquie, vous l'avez dit, membres de cette alliance, ont fermement condamné donc hier une nouvelle violation la veille de l'espace aérien turc par l'aviation russe. Ce n'est pas une première. Le président Recep Tayyip Erdogan mettant en garde la Russie contre les conséquences de ces actes irresponsables. Cette mise en garde intervient donc 2 mois après qu'un bombardier russe a été abattu
fin novembre par l'aviation turque au-dessus de la frontière syrienne, provoquant donc une grave crise diplomatique entre Moscou et Ankara. Un Su-34 appartenant à l'aviation russe a violé l'espace aérien pour être clair à 11h46 heure locale. C'est ce qu'a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Un avion russe avait alors été abattu par les avions de chasse turcs, un incident qui avait durci les relations diplomatiques entre la Russie et la Turquie, pays opposés dans le conflit syrien. La Russie, donc, rappelons-le, mène une intense campagne des bombardements en Syrie depuis le 30 septembre pour venir en aide au régime de son allié Bachar al-Assad. Elle est souvent critiquée par les rebelles de l'Occident qui l'accusent de viser des groupes non djihadistes et de faire victime des civils. Et Ali, on fait également avec vous le point sur ces discussions incertaines par les ennemis syriens à Genève sur l'avenir du pays. Justement, les ennemis syriens, régime et opposition engagés dans une guerre sanglante depuis près de maintenant 5 ans, c'est-à-dire depuis 2011, étaient tous à Genève, avant-hier, jusqu'à vendredi. C'est ce qu'a apprécié l'ONU donc d'entrer dans des discussions indirectes pour mettre un terme au conflit, mais le processus est menacé avant même d'avoir commencé. Le pari de l'Organisation des Nations Unies apparaît très difficile à tenir, tant la méfiance et le ressentiment sont en paroxysme donc entre les deux parties. À peine arrivé donc hier soir, l'opposition qui avait déjà hésité pendant 4 jours avant d'accepter de venir en Suisse a prévenu qu'elle quitterait les discussions si le régime poursuivait ses crimes. Les grandes puissances directement touchées par ces répercussions du conflit menacent donc les djihadistes et crise des réfugiés. C'est ce qu'espèrent donc les Syriens qui parviendront à s'entendre. Mais l'ampleur du fossé séparant les deux parties et leurs alliés ne suscite guère d'espoir à court et moyen terme. On finit avec un mot en sport. Eh bien, justement, un jeune Murtaza de 5 ans, son sac en plastique, c'est un maillot de Lionel Messi. Son frère, donc, la photo a été partout sur Twitter, Facebook. La photo de ce gamin, donc, portant un maillot de Messi, bricolé dans un sac de plastique, a fait le tour du web. C'est l'histoire d'un emballement dans la toile mondiale qui a ceci créé la bouille. Donc ce jeune qui s'appelle Murtaza Ahmad y arrive, le haut du corps émailloté dans son sac en plastique, lui tenant le maillot de Messi. Donc il a arboré ce maillot fait de plastique. Merci Ali pour ce focus et ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.